Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume, merci beaucoup voilà, d'être venu jusqu'à nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous le savez, Guillaume Mazot est historien, donc il enseigne l'histoire à Paris 1, donc au Saint-Paul. Et vous savez, il est l'auteur de ce livre que nous avons lu en cours ensemble, donc Histoire, paru dans la collection Le mot FM de Zanamusa, où il rappelle que en fait, l'histoire n'est pas qu'une discipline historique qui appartient aux historiens et aux historiennes, mais il nous invite à la considérer aussi comme une pratique sociale partagée, en savoir critique ouvert aux appropriations, y compris les appropriations artistiques. Donc il est co-auteur aussi avec Hélène Larère et Laurence Ducoq, qui a ouvert ce cycle de conférences dans l'autre livre qui s'appelle L'histoire comme émancipation, qui est paru aux éditions Apple. Et actuellement, il est en train de préparer donc une BD qui va paraître aux éditions La Découverte dans la collection Histoire dessinée de France et que vous avez eu la possibilité de découvrir en avant-première dans la bibliothèque. Donc nous avons imprimé, grâce à nous, quelques exemplaires pour que vous puissiez découvrir ce travail. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera fait après la conférence. Donc c'est une BD qui raconte l'histoire de la Révolution française à partir des regards croisés de Marat et de Corday. Donc la conférence d'aujourd'hui a pour titre À qui appartient le passé? Donc réflexion sur la place de l'histoire dans la cité. Voilà, et Guillaume, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours très important de partager ce qu'elle fait avec des étudiantes, des étudiants. Au-delà de notre université, de notre établissement, et moi j'enseigne beaucoup à des gens qui vont faire de l'histoire, qui vont travailler dans l'art, mais en tant que conservateur de musée, donc ils ne sont pas dans la pratique. Et du coup aujourd'hui, je voulais vous présenter, à partir du livre, Histoire, une petite réflexion sur la place que peut prendre l'histoire dans notre vie commune, collective, dans la vie de la démocratie, à travers plusieurs exemples que j'utilise déjà dans mon livre, enfin que je développe dans mon livre, et qui j'espère dialoguent un peu avec vos préoccupations, avec les arts plastiques, avec la création artistique en général. Et du coup, j'ai choisi des exemples que je pense un peu appropriés, puis qui vont faire écho avec ce que Vanessa Brito vous a transmis aussi, je pense. Et puis, je finirai par vous parler, pour qu'on puisse dialoguer ensemble, c'est aussi un échange, on se rencontre, de ma pratique à moi d'historien, parce que dans ma pratique d'historien, c'est quelque chose, j'essaye de traverser les frontières entre la science, la création artistique, que ce soit au théâtre, au cinéma, etc. Et donc on va voir si ça vous parle, si ça peut vous inspirer. Alors, juste deux mots avant de commencer. Dans ce livre, je rappelle quelque chose qui est important, qui est quand même le préalable à notre discussion de tout à l'heure, c'est que l'histoire, elle prend une place peut-être qu'elle n'a jamais prise depuis très longtemps dans notre vie quotidienne et dans notre vie collective. C'est-à-dire que le fait d'évoquer l'histoire, d'utiliser le passé et de le raconter, c'est ça s'appelle l'histoire. L'histoire, c'est un mode de narration du passé, une mise en récit du passé. Et ben on le fait tous les jours à plein d'échelles différentes, dans les familles, mais jusqu'au gouvernement. Si on le fait si souvent, c'est pour plein de raisons différentes, mais c'est que ça a un énorme
pouvoir aujourd'hui. Un pouvoir de croyance, un pouvoir d'attraction, un pouvoir de mobilisation qui est particulièrement fort. On peut le dater, il y a des historiens, des anthropologues, des philosophes qui ont travaillé là-dessus. On peut le dater des années 1960-70. C'est depuis cette période-là que nos sociétés donnent au passé un pouvoir très fort. En partie, c'est lié à l'accélération du temps, au sentiment d'accélération du temps, donc l'impression d'être très coupé du passé, à la globalisation, à la marchandisation, le passé comme une valeur refuge, vous voyez, hein, toute l'importance qu'on donne au patrimoine, on fétichise beaucoup tout ce qui vient du passé, l'importance qu'on donne au musée d'histoire, par exemple, c'est parmi tous les musées, c'est en partie ceux qui se développent le plus aujourd'hui. Et puis jusque dans nos activités les plus quotidiennes, j'en parle dans le livre, hein, la généalogie. Je sais pas, vous avez dans vos familles, j'imagine, des gens qui s'intéressent à l'histoire familiale, c'est devenu une pratique courante. 11 millions de personnes font de la généalogie aujourd'hui en France. C'est énorme, c'est-à-dire qu'ils font de l'histoire. À leur échelle, ils ne sont pas reconnus comme des historiennes, comme des historiens, mais il y a un travail amateur, un travail qui se fait qui fait partie de l'histoire, qu'on pourrait qualifier d'histoire. Et puis quand je parle du pouvoir de l'histoire, je vais en parler tout à l'heure, vous allez voir, ça soulève des enjeux très forts, parce que du coup, instrumentaliser l'histoire, l'utiliser, voire à la manipuler, ça peut être un enjeu très fort pour mobiliser des opinions, pour influencer, pour former des opinions, entraîner des populations dans une croyance qui n'est pas forcément vraie. Et donc les gestes qui convoquent l'histoire et le passé aujourd'hui sont particulièrement forts. Je ne sais pas si vous pensez à un geste récent qui a fait parler. Ben oui, c'est le geste nazi, c'est le salut nazi d'Elon Musk. S'il y a bien un geste qui a convoqué un passé détonnant, c'est bien celui-ci. Et tous les débats qu'il y a eu ensuite montrent à quel point là c'est de l'histoire qui est en cours. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'en est pas un? Est-ce que c'est un salut romain? Le salut romain, ça n'existe pas. D'accord? Sur l'Antiquité, les Romains ne saluaient pas comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que si on pense à ce salut nazi, si on pense par exemple à tous les propos de Donald Trump sur on annexerait bien Groenland, on achèterait bien Groenland, on annexerait bien Panama, on rebaptiserait bien le golfe du Mexique en le golfe des États-Unis, là, il convoque tout un souvenir de l'impérialisme américain du 19e siècle, sans le dire trop clairement. Mais il y a tout un passé de l'Empire américain qui est convoqué. Et au même moment, Poutine fait la même chose quand il absorbe, par exemple, le passé soviétique, contre lequel il est puissant, il a construit son pouvoir. Hein. Il absorbe le passé stalinien pour défendre une idée de l'Empire russe aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les préventions, dans les grands conflits géopolitiques aujourd'hui, dans les appétits, les ogres qui nous entourent, les récits de l'histoire, les manipulations de l'histoire, elles sont en permanence. Ils sont en permanence activés. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce que ça donne une autorité, une légitimité à des appétits territoriaux, à des prétentions hégémoniques, etc. Donc voilà. Alors, dans ce livre, j'essaye aussi de décrire les moyens de résistance qu'on a, parce qu'on n'est pas démunis face à ça. Voilà, quand je l'ai écrit en 2020, j'étais assez optimiste. Peut-être je serais un peu moins aujourd'hui, mais on va quand même essayer de faire, voilà, et d'y croire. Alors, plusieurs exemples. Je commence, mais c'est quand même un préalable important. Le pouvoir de l'histoire n'est pas le même aujourd'hui qu'avant. Depuis 50-60 ans, il a un pouvoir de mobilisation très fort. Très fort. Il est puissant. Premier exemple, la question des statuts. Alors ça, je sais que vous en avez déjà parlé. Déboulonner, déposer, détourner, créer. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire des héritages patrimoniaux du passé colonial dans nos espaces publics? Quand je dis nos espaces publics, je vais prendre deux exemples, mais c'est les espaces publics des anciennes métropoles coloniales. Donc ça concerne plutôt les espaces publics atlantiques, occidentaux, et notamment européens, d'accord, et un peu états-uniens.
Donc on rappelle quand même, donc, depuis 2020, depuis 2019-2020, suite à la mort de George Floyd aux États-Unis, l'essor du mouvement Black Lives Matter et le déclenchement à partir d'une ville américaine qui s'appelle Louisville, qui avait été baptisée comme ça en l'honneur de Louis XVI, d'accord, dans la période française, des colonies américaines, le bras d'une statue de Louis XVI est détaché, et c'est le début de ce qu'on va appeler le mouvement des statues, qui va beaucoup, concerner les villes américaines, c'est-à-dire des statues rappelant le passé colonial, vont faire l'objet d'un certain nombre de gestes. Je vais le dire comme ça. Parce qu'en fait, ces gestes sont très diversifiés. C'est très difficile de les qualifier avec un seul mot. Et à chaque fois que ces gestes sont effectués sur ces objets, sur ces statues, ils disent quelque chose d'un nouveau récit. Ils déconstruisent un récit colonial, évidemment, qui est présent dans l'espace public, mais ils font aussi des propositions de réécriture. Quand on choisit tel morceau de telle statue, quand on choisit de mettre un voile, donc un effacement ou un voile, quand on choisit d'éboulonner, quand on choisit de peindre par-dessus une statue, c'est à chaque fois un discours différent que l'on tient, c'est un autre scénario du passé qu'on propose. Donc il y a plein d'écritures, ces gestes très différents. Certains, ou alors parfois certaines statues ont été jetées dans les ports, les ports des États-Unis ou des villes ou des rivières, par exemple en Angleterre. À chaque fois, c'est des propositions différentes d'autres histoires qu'on pourrait écrire aujourd'hui. Donc l'histoire est complètement à l'œuvre dans ces gestes-là. Et donc on l'a appelé le mouvement des statues, et il a concerné donc à la fois les États-Unis, une partie des pays européens, mais pas seulement. Il y a eu aussi quelques villes africaines qui ont été concernées par ce mouvement-là, contestant la présence de statues, par exemple, belges, liées à l'Empire belge, et puis des villes aussi, beaucoup d'Amérique latine, avec des statues de Christophe Colomb, des Boulonnais, etc. Donc c'était quand même un mouvement très important, global. Alors, je vais commencer par un petit exemple, mais qui montre bien, finalement, en quoi ces débats sur les traces coloniales dans nos villes, ils peuvent faire l'objet d'actes militants. Je vais essayer d'intégrer ces actes militants dans, finalement, une sorte d'écriture collective du passé, sans les criminaliser, évidemment, parce que c'était tout le problème de ces mouvements-là. Ils ont été souvent qualifiés de vandalisme, de destruction. Ils ont été souvent observés et condamnés à travers un langage de criminalisation. Mais donc moi, j'essaye avec plein d'autres de les penser autrement, comme finalement, à la fois des actes qui visent à rendre visible une persistance d'objets qui font violence, qui heurtent la mémoire, notamment des descendants, des populations colonisées. Et puis, je vais essayer aussi de montrer, à travers un exemple parisien, comment est-ce que ce genre de conflit, lié au passé, à notre passé collectif, puisque c'est un passé collectif, le passé colonial en France, qui nous concerne différemment, évidemment, selon notre histoire familiale, etc., selon nos convictions aussi, selon notre identité. Et bien, comment ces conflits-là, ils peuvent être résolus de manière concertée, pacifique, éventuellement. Alors, c'est l'histoire du nègre joyeux. Je ne crois pas que vous en avez parlé, peut-être pas spécifiquement. Le nègre joyeux, c'était un magasin de café. Vous voyez une photographie de Jeanne Adjé qui date du 19e siècle, qui est à votre gauche, là. Hop, voilà. Et on voit ce magasin de café qui date de la fin du 19e siècle, où on voit café, l'enseigne au nègre joyeux, et on voit le tableau qui est à droite, que vous devinez à droite, même si c'est un peu sombre, mais je vais vous le décrire.
on voit une femme habillée en servante qui est en train d'apporter du café à un homme noir qui a un sourire éclatant, on voit très bien ses dents, et il est habillé de manière plutôt bourgeoise. Et donc, cette enseigne-là a été posée sous le titre, enfin sous le nom du magasin, Au Nègre Joyeux. Et on est au cœur de Paris, puisqu'il s'agit de la place de la Contrescarpe, c'est dans le 5e arrondissement, rue Mouffetard, tout près de la Sorbonne, tout ça. Bon, donc on est au cœur de Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est quand... Alors, cette enseigne, elle est restée dans l'espace parisien pendant très longtemps, même après la fermeture du magasin. Et au fond, les gens passaient devant sans vraiment la voir. En tout cas, il n'y avait pas spécialement de remarques à propos de cette enseigne-là. Jusqu'en 2011, où il y a des associations qui ont commencé à interpeller la municipalité parisienne en disant que cette enseigne était raciste. D'abord parce qu'il y a le mot nègre, et puis parce que c'était un stéréotype raciste, hein, évidemment. Ce personnage noir qui rit aux éclats avec l'association du produit colonial, le café. On était dans une imagerie qu'on connaît bien, celle du chocolat banania, etc. Enfin, dans l'usage publicitaire, finalement, du passé colonial pour vendre une marchandise à Paris. Donc, typiquement, on était évidemment dans un référentiel colonial et raciste. Mais vous voyez, ça a mis longtemps à arriver au fond. Donc ça dit déjà quelque chose de... Ça dit quelque chose de certains héritages, de certains patrimoines qui, pendant très longtemps, au fond, peuvent passer inaperçus. Peuvent passer comme des éléments froids, c'est-à-dire pas chauds, ne réveillant pas les passions, comme s'ils étaient acceptés comme éléments du patrimoine. Et il faut qu'il y ait un nouveau regard sur ces objets, comme sur ces statues, au fond, pour que, en phase avec des mouvements postcoloniaux, en phase avec des mouvements, évidemment, de défense des minorités, on se rende compte que tout d'un coup, ces objets-là, ils n'ont rien d'évident. Ils peuvent être discutés, et leur place peut être discutée au sein de l'espace public, et d'éléments de patrimoine, a priori consensuels, ils peuvent venir, au contraire, des armes. Ils peuvent être ressentis comme des armes de guerre, finalement, défendant un passé colonial au premier degré, enfin, faisant vivre cet héritage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Ouais. Et donc, cette enseigne-là, elle appartenait à la mairie de Paris. En 1988, le conseil syndical de l'immeuble, qui était propriétaire de l'enseigne, après la fermeture du magasin, avait donné cette image, ce tableau, en fait, qui était un tableau de mauvaise qualité, puisque c'était une enseigne, à la mairie de Paris, en échange d'une restauration, qui a eu lieu beaucoup plus tard, mais voilà. Donc elle appartenait à la municipalité. Et à partir du moment où la municipalité est saisie en 2011 et ce débat devient un peu public, eh bien, elle est régulièrement regardée, attaquée, c'est-à-dire peinturée, il y a des bombes de peinture, le mauve, alors je ne sais pas si le mauve était exprès, mais vous savez, le mauve, c'est la couleur de quoi? Dans l'histoire du militantisme et de la défense des minorités, le mauve, c'est associé à quoi? À quel genre de mouvement? Oui. C'est le féminisme, c'est le mauve et le vert, c'était la couleur des suffragettes, c'est-à-dire aux militantes qui revendiquaient le droit de vote pour les femmes au début du XXe siècle, en Angleterre, aux États-Unis et en France. Donc ça vient de là, le mauve. C'est vraiment historiquement la couleur de la revendication du suffrage pour les femmes au début du XXe siècle. Alors je ne sais pas si c'était exprès, mais moi, cette couleur-là, tout de suite, pour moi, il y a un dialogue de défense de la place des minorités dans l'espace public. Bon, c'est peut-être une surinterprétation, je ne peux pas le prouver. Mais voilà, donc, déjà, elle fait l'objet d'une forme d'appropriation, et voilà comment un objet qui auparavant passait inaperçu, était a priori inerte, redevient actif
parce que se pose depuis, en France, je dirais 2004-2005, avec le mouvement des indigènes de la République, avec la loi du 23 février 2005, qui à ce moment-là enjoignait aux enseignants d'enseigner les effets positifs de la colonisation. Et oui, il y a toute une mobilisation à l'époque, et on a retiré cet article, qui était l'article 4 de cette loi, mais à partir de 2004-2005, il y a un vrai débat récurrent sur la place, justement, des minorités racialisées en France, dans l'espace public, et c'est pas un hasard si c'est à ce moment-là qu'elle redevient visible. Donc vous voyez, il y a des événements déclencheurs. Et alors, qu'est-ce qui a été trouvé comme solution? Eh bien, elle a été décrochée. Et donc, l'affaire était très médiatisée. Elle a été décrochée. Donc, voilà à quoi elle ressemble hein, en vrai, si je peux dire. Elle a été restaurée depuis, donc elle est dans un meilleur état. Elle regardait avec quel genre d'iconographie elle dialoguait, évidemment, avec toute l'iconographie du Paris nègre, du cliché facial du noir qui sourit. Et là, je renvoie par exemple à l'ouvrage qui s'appelle Peau noire au pluriel masque blanc de Frantz Fanon, F-A-N-O-N, qui est en 1952. C'est une grande figure du décolonialisme, du postcolonialisme et du mouvement de la négritude. Donc c'était un médecin qui est pratiqué en Algérie, mais qui était d'origine caribéenne et qui est un des premiers à avoir analysé les effets psychiques de la colonisation et du colonialisme sur les individus, en disant que ça provoquait des troubles à la fois collectifs mais très individuels. Les effets de la colonisation se nichaient dans le psychisme des individus, comme des blessures intimes, comme des blessures profondes, parce qu'ils étaient obligés justement d'avoir, un masque blanc, c'est-à-dire de devoir respecter les codes de la société blanche, alors qu'au fond, ils étaient noirs, et que cette dissociation-là provoquait évidemment une difficulté d'existence très forte. Et dans son livre, donc Peau noire, masque blanc, il explique à quel point ce stéréotype de l'individu noir qui rit avec ses grandes dents blanches est vraiment une sorte de masque grimaçant. C'est le stéréotype même du masque blanc, au fond, représentant les populations noires. Donc on voit que cette enseigne, elle s'inscrit là-dedans, et avec Joséphine Baker j'ai pris cette image-là parce qu'elle, Joséphine Baker, c'était quelqu'un qui, au contraire, en tant que femme, racisée, non blanche, dans le Paris des années 1920, revendiquait au contraire la capacité de s'approprier le stéréotype de la femme sauvage, noire, mais pour en faire quelque chose, pour se construire elle-même, en tant que personnage public, etc. Donc, elle est aussi le symbole de la capacité aussi d'action et de résistance des individus auxquels on assigne ces identités-là. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais leur montrer ça. Enfin voilà, donc cette enseigne, elle a fait l'objet de représentations tout au long du XXe siècle. Là, on voit un dessin de Ilka Kolski qui est conservé au musée d'art et d'histoire du judaïsme, où on voit là, je fais un petit zoom à droite, un nègre joyeux, mais souvent, dans les œuvres d'art, comme sur celle-là, par exemple, qui date de vers 1940, on voit l'enseigne au nègre joyeux, mais on ne voit pas l'image. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans les représentations artistiques que j'ai trouvées, moi, sur les bases de données des musées, sur la base Joconde, etc., souvent, cette image-là n'est pas représentée. Par contre, il y a l'expression, le nègre joyeux, qui en soi est raciste, évidemment. Mais ce qui montre que, peut-être, là aussi, je sais pas bien, mais qu'au fond, les artistes qui s'intéressaient à cette enseigne, ils s'y intéressaient, ils l'ont représentée, mais ils étaient quand même gênés par cette image-là, ils n'étaient pas forcément en adhésion avec cette image-là. Et ça, c'est un grand débat qu'il y a eu sur le mouvement des statues. Beaucoup de gens disaient, mais au fond, on n'a pas le droit de déboulonner ces statues du passé colonial parce que c'est anachronique. Aujourd'hui, ça nous choque, mais dans le passé, ça choquait personne. C'est faux. Dès le XVe siècle, il y a des critiques
comment dire, de la colonisation, de l'esclavage, parmi comment dire, les moines dominicains, franciscains qui accompagnent les premiers explorateurs espagnols. Et évidemment, au XXe siècle, plein de courants qui sont évidemment choqués par ces images-là. Et il est possible que ces artistes-là, qui n'aient pas eu envie de représenter l'image tout en représentant l'immeuble et l'enseigne, et en intitulant leur tableau d'Aigre Joyeux, dialoguent avec ce passé dissonant, gênant. Voilà, après, il y en a qui vont représenter, sur cette huile sur carton anonyme, hein, puisque ça faisait partie du paysage colonial parisien, hein, sacrément. Et puis, plus récemment, donc c'est un artiste qui vient de mourir, Hervé Télémaque, qui est plus ou moins rattaché au mouvement de la figuration narrative. Il est né en Haïti, à Port-au-Prince, qui dialogue et qui se réapproprie cette imagerie-là avec son petit célibataire un peu maigre et assez joyeux. Donc évidemment, il s'agit d'un détournement sarcastique et d'un renversement de cette image avec les slips kangourous par-dessus qui cachent ce masque grimaçant, voilà, qui est une sorte de citation, mais et aussi une réappropriation de cette enseigne. Donc voilà. Et c'était fait en 1964, hein, donc en plein mouvement justement de la négritude, etc., dont je vous parlais tout à l'heure. Donc l'artiste c'est Hervé Télémaque, T-E-L-E-M-A-Q-U-E. Voilà, c'était pas la seule enseigne à Paris, parce qu'il y en a encore. Hein. Celle-là, elle n'a jamais été enlevée, hein, elle est rue Montorgueil. Il y en a encore, hein, des traces du passé colonial dans les espaces parisiens. Et alors, moi, je voulais évoquer quand même ce débat qu'il y a eu, ça a provoqué en France. Donc, on était avant le mouvement des statues, hein, quelques années avant. Là, c'est la Tribune de l'Art. Alors, la Tribune de l'Art, c'est écrit par notamment Didier Rickner, donc R-Y-K-N-E-R. Lui, il est clairement lié à l'extrême droite, hein, donc, et il médiatise beaucoup dès qu'il y a une exposition un peu trop post-coloniale à son goût. Il essaye de faire un buzz médiatique pour essayer de dire voilà, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, c'est du patrimoine, etc. Et donc, évidemment, lui, il a pris la défense du conseil syndical et des propriétaires de l'immeuble qui ne voulaient pas du tout qu'on enlève l'enseigne. Qui disait, vous allez voir, ouais, je vous ai sélectionné une interview de la présidente du conseil syndical qui disait ça fait partie du patrimoine parisien, les touristes adorent, voilà, c'est pittoresque. Et lui, son argument, c'est que c'est pas une enseigne raciste. Et dans son argument, il dit, ben justement, c'est une femme blanche qui sert un noir, un homme noir. Donc, on n'est vraiment pas dans le racisme. Parce qu'a priori, c'était l'inverse. Bon, évidemment, vous voyez que c'est un peu une grosse contorsion. Parce que, il dit, finalement, ça date de la fin du 19e, quand on a aboli l'esclavage dans les colonies françaises. Et donc, oui, il y a des noirs qui peuvent être des bourgeois, qui peuvent se faire servir par des servantes blanches. En théorie, c'était possible. En réalité, et finalement, les rapports de domination de genre et de race faisaient que c'était l'exception et que, quand bien même, on est quand même dans un cliché raciste, évidemment. Vous voyez un peu le renversement. Voilà. Et là, donc Charlotte Pouzadou, j'ai mis son nom puisqu'elle le signe, hein, autant qu'elle soit connue. Elle a vraiment pris la défense du maintien de l'enseigne en disant, voilà, que c'était finalement cette affaire un symptôme de la régression de la bienveillance, de la tolérance, il faut quand même le faire, et de la culture qui caractérise notre société actuelle. Parce que, du coup, alors le mot cancel culture n'existait pas vraiment encore, il n'était pas encore vraiment développé, parce qu'il n'y avait pas encore le mouvement des statuts, mais c'est ça qu'elle veut dire. C'est de la censure, et on préfère rien voir, finalement enlever la culture de l'espace public, parce que pour elle, c'est ça. Et donc, c'était sur le ton de « on ne peut plus rien dire aujourd'hui, on enlève… voilà. Et donc, elle parle même de vivre ensemble, etc. Donc, enlever l'enseigne, c'est vraiment la défaite du vivre ensemble pour elle. Là où, évidemment, les associations et les militants disaient au contraire, ça empêche de vivre ensemble, de représenter quelque chose comme ça dans l'espace public. Voilà, donc le rôle des associations a été essentiel, et c'est pour ça que je vous en parle, notamment l'association Mémoire et Partage. C'est pour ça que je vous en parle, parce que dans mon livre, j'essaye de défendre ça.
Ce genre de conflit, ce genre de débat public, médiatique, il n'implique pas forcément des historiens professionnels, mais il place l'histoire, notre histoire collective, au cœur de nos débats démocratiques, avec des acteurs qui viennent du mouvement militant, associatif, et qui nous disent quelque chose d'intéressant sur l'histoire. Au fond, ils disent, sans être historiens ni historiens professionnels, ils posent des questions très intéressantes sur qu'est-ce qu'on fait du passé colonial, où est-ce qu'on place ce genre d'image. Et en fait, cette histoire-là, elle se fait par le bas de cette manière-là. Les historiens peuvent y participer, généralement ils ne sont pas convoqués, mais ils peuvent parfois le regarder, ou les institutions culturelles, comment dire, au final, cette image, cette enseigne, donc c'est pour ça qu'on l'a en si bonne qualité là, elle est aujourd'hui placée donc au musée Carnavalet, elle n'a pas été remise dans l'espace public, évidemment pas. Après avoir hésité, la municipalité de Paris, voyant que ça prenait trop de place comme débat, s'est dit, bah, elle va rester au musée Carnavalet, où elle a accroché, où on peut la voir dans la salle des enseignes, mais dans un coin, parce que pour éviter qu'elle provoque trop de débats, avec un cartel pour bien expliquer, mais elle est quand même visible. Et le cartel explique qu'elle était exposée dans l'espace public, rappelle la polémique, etc. Donc je trouve que c'est une issue plutôt heureuse qui a donné la place aux militants. Donc c'est bien quand même grâce à ces militants-là qu'on s'est posé la question. Et c'est grâce à eux qu'à la fin, une institution culturelle, un musée, sans que l'œuvre soit forcément détruite, peut la remettre en jeu et en faire un outil de transmission, de mémoire et de connaissance. Pour moi, c'est un exemple assez édifiant de ce qu'on peut faire de bien dans ce genre de débat. Ça va? Ouais. On peut en discuter peut-être. Si elle avait été détruite, ça aurait peut-être pas été grave non plus. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que la définition même de patrimoine, elle est très relative. Ce qui est du patrimoine pour certains, c'est-à-dire un héritage qu'on doit garder, conserver, eh bien, à partir du moment où il fait souffrir, où il devient actif, c'est-à-dire où il n'est plus du passé pour certaines personnes qui se sentent impliquées dans la mémoire de l'esclavage, et en particulier les non-blancs, eh bien à ce moment-là, on peut définir que c'est plus du patrimoine. Et on peut définir qu'on n'a plus besoin de le protéger. C'est possible ça pour une société. Je veux dire, les statues, les images qui rappellent les passés douloureux dans l'espace public, ils peuvent être déclassés en termes, ils peuvent être dépatrimonialisés, pourquoi pas? C'est quelque chose qui convoque aussi la démocratie, de définir ce qui est le patrimoine, ce qui doit être protégé, conservé aussi, comment dire, avec notre argent, en plus. C'est pas figé dans le marbre, ça peut être négocié. Et au moins, eh bien, moi je trouve que c'est un bon exemple de cette mise en débat. Et puis il y a un autre exemple, puis après je passerai à autre chose, qui était un super exemple, je trouvais. Au moment de Black Lives Matter, donc là c'est un exemple pour montrer un petit peu la diversité des gestes. Vous savez, ces gestes-là, ils ont souvent été décrits à travers les mots de vandalisme, destruction, toujours de déboulonnage, mais en fait, toujours à travers, en dramatisant, en prenant les gestes les plus forts, au fond, la destruction, sans voir ce que l'effacement, la destruction, ou tous les gestes pouvaient dire aussi positif, parce que l'absence de ces statuts, leur appropriation crée aussi quelque chose de nouveau. Même dans ce vide, il se passe quelque chose. Et puis, voilà, ces mots masquaient la diversité des gestes qui ont été pratiqués. Regardez, là, par exemple, c'est un négociant qui a fondé les docks de la West India Company à Londres, de la compagnie occidentale des Indes, et donc qui s'est fait complètement de l'argent, évidemment, qui est devenu un grand bourgeois londonien au XIXe siècle grâce aux produits de la traite négrière du commerce colonial. Et en 2020, au moment de Black Lives Matter, ça, le statut qui est dans l'East End à Londres a été recouvert d'un voile avec une pancarte Black Lives Matter. Et donc, vous voyez, souvent, ça a été ça a été des voiles, des tissus qu'on a simplement mis sur la tête de ces statues, et
évidemment, ça n'a pas toujours été des destructions. Et puis celle que j'aime bien aussi, c'est celle du général Lee aux États-Unis, à Charlottesville. Le général Lee, c'était un général sécessionniste qui, pendant la guerre civile américaine, à la fin du 19e siècle, a combattu pour le maintien de l'esclavage. Et donc, au moment de Black Lives Matter, sa statue, qui trône dans l'espace public, regardez, son monument s'est fait complètement envahir de tags, de graffitis, de collages. Et je vous ai pris cette photo-là. D'ailleurs, vu le FDP sur la statue, je me demande s'il n'y avait pas des Français. On les filme là, parce que évidemment, il y a des étudiants français qui devaient être présents aux États-Unis. Et bon, FDP, je ne vois pas trop la traduction américaine. Sinon, il y a Breathe, ACAB. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce mouvement-là aussi a suscité toute une forme de créativité militante, mais un peu artistique aussi, se réappropriant des monuments qui étaient vus comme un peu intouchables auparavant, avec une diversité de mots, d'objets. Donc il y a des collages, il y a des dessins, il y a des inscriptions, il y a des graffitis. Voilà. Tout ça pour insister sur la diversité des gestes. Et puis, il y a un exemple connu, c'est la statue à Bristol de Edward Colston, qui est un négociant qui a été jeté dans la rivière Avon, en Angleterre. Et à chaque fois que les militants faisaient ça, ils se prenaient en photo, ils se filmaient. C'est-à-dire que c'est des moments, c'est des gestes qui sont très intéressants, et d'ailleurs dans l'histoire longue, on peut souvent les lire comme ça. Moi, je suis spécialiste de la Révolution française, et pendant la Révolution française, quand on déboulonne les statues de Louis XVI, de Louis XIV, de Louis XIII, il y a toujours des gravures qui le montrent, parce que le but, c'est que ce soit vu, montré, diffusé. L'image, c'est un spectacle, c'est une performance, même au XVIIIe siècle. Et là, c'était clairement, en plus avec la société on peut se filmer soi-même, on peut le diffuser directement sur les réseaux sociaux, ça ne fait que démultiplier des pratiques qui sont très anciennes. Où la performance vaut pour la performance. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est à la fois de la faire tomber dans l'eau, de la faire disparaître de l'espace public, mais aussi de montrer qu'on le fait, et montrer qu'il le fait, comme une performance. Mais cette statue, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer à quel point elle a été déboulonnée, repêchée par la municipalité, et puis placée dans le musée d'histoire de la ville de Bristol, mais avec les traces de peinture qui avaient été apposées dessus. Pendant un moment, on a mis, il y a un artiste qui a sculpté une statue d'une protestataire qui s'appelait Jane Red, qui était une protestataire non blanche et qui a remplacé la statue d'Edward Colston. Alors, Jane Red, c'est R-E-I-D. Le point levé, donc en citant, je ne sais pas si vous voyez, le point levé, c'est vraiment le geste militant des minorités au moment du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis au milieu des années 1960. On connaît le fameux geste aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et des Black Panthers. Donc on est dans cette iconographie, dans cette citation-là. Et cette statue a été retirée. Donc ça veut dire qu'elle a été retirée à la demande de cette militante. Et de la municipalité aussi, qui n'avait pas forcément envie qu'une statue soit mise dans l'espace public sans autorisation, et elle, qui n'avait pas forcément envie non plus que son portrait soit diffusé dans l'espace public. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des propositions alternatives qui ont été faites. C'était pas juste retirer les statues, les détruire. C'était évidemment des mouvements qui ont aussi mis en lumière le fait que, alors par exemple en France, 90% des statues, c'est des hommes blancs. Des statues qui ont été imposées dans l'espace public depuis la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est des statues qui ne sont pas représentatives de la population de toute façon, même si elles ne sont pas toutes héritées de l'héritage du passé colonial. Et puis regardez, le piédestal, lui, a été gardé, donc ça c'est aussi intéressant. On garde le piédestal, puis on en fait autre chose, on peint dessus, on met des pancartes militantes sur Black Lives Matter, on se prend en photo avec le point levé. Regardez, voilà, ça a été aussi plein de moments de rassemblement un peu circulaire, de créativité, de rassemblement, de mobilisation qui convoquent une réécriture de l'histoire. Parce que c'est aussi,
comment dire, une manière de réécrire l'histoire dans l'espace public en donnant la place aux minorités dans l'espace public. Donc il s'agit de réécriture, et dans la ville de Bristol, il y a plein de gens qui, à leur fenêtre de maison, dans la rue, là, il y a une poubelle, c'est une suggestion box, une boîte, comment on pourrait dire, une boîte à idées, pour donner un nouveau nom à la route de Colston, pour rebaptiser un nom. Donc, les passants pouvaient laisser des propositions avec des bouts de papier, etc. Et en fait, dans toute la ville de Bristol, il y avait une sorte de dialogue dans les rues sur comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire de notre ville dans la rue, à travers les noms de rue, à travers les statues, etc. Donc ce moment-là, ça a été finalement, moi je trouve, un moment où l'histoire a été vraiment mise sur la place publique, où il y a eu de la connaissance, pour moi. De la créativité artistique et de la connaissance historique, et pourtant, ça n'est pas des historiennes et des historiens de l'université. Même si beaucoup de spécialistes sont intervenus, ils ont été interviewés, mais ça venait de la base, ça venait des mouvements militants. C'est pas un gros mot, le militantisme, toujours, pour comment dire, la fabrication du savoir. Et puis, le musée d'histoire de Bristol a aussitôt fait, 2 ans après, une exposition qui s'appelait The Colston Statue, What Next?, pour essayer de réfléchir sur ce qu'on pouvait éventuellement faire de cette statue ensuite. Et donc, ils ont ouvert leurs portes à une exposition où la statue, alors là, il y a une petite flèche comme dans Google Maps, parce que sur le site du musée, vous pouvez vous balader dans l'espace d'exposition. Et où il y avait la statue des Boulonnais a été exposée, les journaux, tout le débat a été mis sur les murs aussi en de projection. Et puis, il y avait aussi une réflexion historique sur qui était Colston, parce que finalement, peu de gens savaient qui c'était. Ça avait son histoire, qu'est-ce qu'il avait fait vraiment. Et donc, ça a été quand même l'occasion d'une grande réflexion collective sur le passé local en fait, de Bristol, qui était un passé à la fois local et global. Donc, c'était une magnifique occasion de faire de l'histoire. Et moi, j'aime bien dire et rappeler que ça n'a rien de nouveau, ce genre de mouvement. Pendant l'Antiquité, je ne sais pas si vous avez entendu parler des statues parlantes de Rome. Depuis le XVIe siècle, il est d'usage d'apposer des mots, des affiches sous certaines statues qui sont des vestiges de la statue antique à Rome. Et c'est des moments c'est souvent des affiches, alors il y a des petites annonces et tout, mais il y a aussi, c'est souvent des endroits un peu contestataires, où on prend parole, etc. La plus connue, c'est celle du Pasquino, Pasquino. Alors c'est un personnage un peu mythique, on ne sait pas trop s'il existait, mais qui représenterait quelqu'un du peuple de Rome, et qui prend la parole grâce à ces statues. C'est comme si ces statues antiques permettaient de prendre la parole. Et en fait, ces phénomènes-là, ils existaient déjà dans la Rome antique. Hein. Donc c'est-à-dire qu'au-dessous des statues des dieux, c'était des endroits où on pouvait inscrire des choses, parler, etc. Donc ce mouvement des statues, il s'inscrit dans des longues traditions. C'est aussi ça que ça permet de faire ce mouvement, c'est de faire l'histoire. Alors, il y a des bouquins que vous pouvez lire là-dessus. Celui de Jacqueline Lalouette, Laloutte, Un peuple de statues. Bertrand Tillier, Tilllier, La disgrâce des statues, qui sont 2 bons livres, si vous vous intéressez. Et puis avec une approche généreuse qui ne condamne pas. Parce qu'il y a des historiens qui sont intervenus dans l'espace public aussi pour dire c'est un péché, c'est de l'anachronisme, on n'a pas le droit de choisir notre passé dans la rue, il faut tout prendre. Et il faut garder ces statues, elles font aussi partie de notre passé. Voilà. Donc ces livres-là essayent de réfléchir de manière un peu plus généreuse sur ces mouvements. Voilà. Et puis sur 2 livres aussi de référence qui, pour moi, sont très importantes. Avec notamment, ils ont une autrice en commun qui s'appelle Sarah Gainsburger, Gensburger, qui essaye de réfléchir au fond sur les politiques de mémoire et la possibilité qu'on a de décommémorer, d'enlever de l'espace public des lieux, des objets qui font violence à une partie d'entre nous. Il n'est pas naturel, il n'est pas intemporel de les regarder, de les avoir et de les mettre à l'honneur, parce que c'est toujours ça une statue, c'est une mise à l'honneur. Elle parle de décommémoration. Bon, et puis là, il y a des petites références que vous pourrez voir en plus, que je ne vais pas commenter, avec un podcast
que vous pouvez écouter, ça s'appelle Parole d'Histoire, et qui a fait tout un truc sur les statues contestées qui était vraiment super. Donc ça s'écoute très facilement. Voilà. Le deuxième exemple que je voulais donner aujourd'hui, pour parler d'autre chose, c'est à quel point aujourd'hui on est... Alors moi ça me concerne particulièrement parce que je vais vous parler du Puy du Fou. Qui est allé au Puy du Fou là déjà? Promis, vous n'allez pas être stigmatisé. Moi aussi j'y suis allé. Il y a longtemps, bon alors ça va. Mais le Puy du Fou, donc le Puy du Fou, qui a un parc à thème, historique, il parle notamment au départ de la Révolution française, et puis c'est quelque chose, c'est un parc dans lequel vous pouvez aller voir plein de spectacles qui font référence à l'histoire, qui mettent en scène l'histoire, et l'histoire de France surtout, je vais y revenir, et qui marche très bien puisque c'est le 3e parc à thème en France aujourd'hui, après Disneyland Paris, après le parc Astérix, des fois ils le dépassent, mais donc c'est plus de 2 millions de visiteurs, et c'est une société anonyme par action. Ils ont des projets avec plein d'autres pays. Il y a un Puy du Fou espagnol, du côté de Tolède. Ils ont des projets avec la Crimée, en Russie aussi, en Chine. Vous voyez toute la géographie sympathique que ça dessine. Ça ressemble un peu. Et ils ont aussi des projets en Hongrie. C'est vraiment l'ancienne géographie de ce qu'on appelait l'Europe blanche du XIXe siècle. C'est là où il y a encore beaucoup de mémoire royaliste, nationaliste, etc. Mais le problème que ce parc pose, je vais y revenir, c'est aujourd'hui comment l'histoire, elle est falsifiée, instrumentalisée par ce qu'on pourrait appeler le capitalisme du divertissement. Parce que c'est ça le Puy du Fou. Hein. C'est du capitalisme globalisé. Hein. C'est une grande machine qui fait de l'argent. Maintenant, ils sont liés à Bolloré, qui finance la diversification culturelle du Puy du Fou et qui notamment produit des films du Puy du Fou. Grâce au studio Canal. Vous voyez les réseaux que ça dessine, on est bien dans le capitalisme mondialisé. Alors, je vais essayer d'être rassurant déjà. Et évidemment, ce capitalisme mondialisé, vous allez voir, il a une influence sur la manière dont on se raconte notre passé. Et donc, on peut ou pas, du coup, justifier des discours politiques aujourd'hui vis-à-vis des identités collectives, des gens qui posent problème en France, etc. Et aussi qui peuvent légitimer aujourd'hui, par exemple, clairement, les discours de la submersion, du grand remplacement, etc. Tout ça, dans ces spectacles-là, il y a des combats culturels gigantesques, mais très puissants, qui sont à l'œuvre et qui ne sont pas innocents. Et qui convoquent le spectacle. Alors là, il ne s'agit pas d'art plastique, mais plutôt d'art de spectacle vivant, si on peut dire, même si c'est du passé. Alors je vais essayer d'être rassurant, ça existe depuis longtemps. Au tournant du 19e et du 20e siècle, dans les États-Unis puis en Europe, qu'est-ce qui tournait comme spectacle? Les Wild West Shows. On appelait comme ça les shows du Far West, quoi, en gros, hein, des cow-boys et des Indiens, où on rejouait ce qu'on n'appelait pas la colonisation ni l'ethnocide des Indiens, parce que ça a été ça, hein, aux États-Unis, par les Blancs, mais une sorte de romantisme, de folklore des cow-boys, des aventuriers, qui domptent les animaux. Donc évidemment la question du droit animal à cette époque-là, c'est vraiment le triomphe de l'homme sur l'animal, les chevaux, ceux qui arrivent à monter les chevaux sauvages, et puis qui tuent les Indiens, hein, et puis on en fait des spectacles. Mais tout ça, ça a tourné, c'était très populaire aux États-Unis. Vous voyez les pubs là qui est là, Texas Jack, qui va se donner en spectacle, etc. Et puis ça tournait en Europe aussi. Donc, comment dire, tout l'imaginaire de la frontière américaine, de la liberté américaine, tel qu'il a été promu en Europe au XXe siècle, la bonne image des États-Unis comme espace de liberté, à conquérir, des terres sauvages, alors qu'elles étaient appropriées par les Indiens, évidemment, hein. Elles n'étaient pas sauvages. Ce genre de spectacle a joué un grand rôle. On les a souvent oubliés, donc avec toute une imagerie très patriarcale, il n'y a que des hommes, militaires, pile au moment en plus où les États-Unis à ce moment-là sont en train de tisser un empire aux Philippines, à Cuba, enfin, ça va ensemble. Donc l'histoire que les États-Unis racontent d'eux-mêmes
un peu glorieuse, etc., masquant que c'est une entreprise de colonisation, au fond, intérieure, a vraiment été très manipulée et diffusée pour justifier l'impérialisme américain de cette époque-là. Alors, vous voyez là, on fait jouer des Indiens leur propre rôle, mais où ils jouent le rôle de ceux qui seront massacrés. Voilà. Donc on a quand même documenté tout ça avec toute une imagerie, des cartes postales, glorifiant les massacres, ou glorifiant ou essayant de donner une image fantasmée de l'Indien. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour dire que le Puy du Fou s'inscrit dans ce genre de tradition. Des grands spectacles dans lesquels on manipule l'histoire et on fait de l'argent avec, parce que c'était déjà des entreprises. Regardez, il y avait des produits dérivés, des photos, des cartes postales, des mini-films quand ça a commencé à tourner. Alors maintenant, le Puy du Fou. Le Puy du Fou, historiquement, il est né en 1978. Et au début, c'était juste ce qu'on appelait à l'époque, alors ça peut paraître vraiment ringard, mais un spectacle son et lumière. C'était à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, où dans les années 70, c'était vraiment l'explosion du tourisme culturel. Où les touristes venant de l'étranger, d'Europe surtout, mais aussi de France, hein, des urbains, allaient à la campagne, en vacances à la campagne, et du coup, où les villages et les territoires faisaient des spectacles racontant l'histoire de leur village, de leur pays, etc., pour les urbains qui venaient là en vacances au mois d'août, hein, parce que c'était ça, ou les Allemands, les Anglais, les Espagnols qui venaient. Et donc, dans la commune des Épaisses, près donc en Vendée, là où est le Puy du Fou, hein, le spectacle, il y a un spectacle qui s'est monté, mais un peu comme partout ailleurs. Hein. Moi, chez moi en Normandie, j'en avais partout aussi, avec mobilisant le passé victime, enfin bon. C'est toujours un peu les identités collectives qu'on essayait de travailler et de représenter pour les touristes qui arrivaient. Et souvent, c'était des gens du pain qui jouaient les rôles. Hein. Et puis, il y avait des théâtres médiévales, pseudo-médiévales, vraiment fantasmés de Moyen-Âge. Voilà. Et aux Épaisses, les gens du coin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un spectacle sur la Révolution française. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pendant la Révolution française dans l'ouest de la France, dans ce qu'on appelle la Vendée? Eh bien, il s'est passé des violences de guerre, des massacres de masse, qui ont probablement fait entre 170 000 et 200 000 victimes. Donc c'est considérable. À une époque où la France, c'est 27 millions, 28 millions d'habitants. Hein. La Révolution française, c'est aussi, comme plein de révolutions, une guerre civile, où il y a eu des luttes entre populations. Et dans l'Ouest, il y a eu un grand soulèvement contre la République en 1793, qui a duré presque 10 ans, qu'on a appelé l'insurrection vendéenne. Alors en fait, c'était beaucoup plus large que dans la Vendée actuelle. Hein. Mais à l'époque, la Vendée, ça voulait dire l'Ouest de la contre-révolution. Et les armées républicaines ont fait des massacres. Hein. Aujourd'hui, ça relèverait du crime de guerre, voire du crime contre l'humanité, probablement si on le qualifiait juridiquement aujourd'hui. Voilà, dans une histoire de France qui connaît ça, hein, au XVIe siècle, c'était les guerres civiles de religion, voilà, on le lit un peu dans cette lignée-là, des guerres civiles françaises. Or, il se trouve que ces populations, comme elles combattaient contre la République, là, on n'a longtemps pas raconté leur histoire, parce qu'elles étaient du mauvais côté. Quand on a fait l'école publique, au début, je sais que Laurence de Gaulle qui est passée par là avant moi, avec les programmes pour l'école publique sous la Troisième République, ce qu'on appelait le Petit Lavis, à travers les grands programmes de l'école publique qui datent de 1902. Ce qui intéressait, c'est d'utiliser l'histoire à l'école pour rassembler, pour créer des bons républicains, pour faire aimer la patrie. C'est ce qu'on appelle le roman national. Et ce roman national, il évacuait tous ces épisodes-là, parce qu'ils n'allaient pas dans la narration qu'on avait envie de raconter l'histoire de France. Donc tous les gens qui ont fait obstacle à la construction de la République, qui aussi donnaient de l'histoire de France une image de division, de guerre civile, évidemment, on ne racontait pas tellement leur histoire. Et donc, quand ces gens-là, ils font un spectacle son et lumière pour raconter le soulèvement vendéen, ils défendent quelque chose d'intéressant. Et puis c'est des gens dont les ancêtres sont morts souvent, donc ils portent une mémoire, une sorte de contre-mémoire, qui, de mon point de vue, est intéressante, et puis en tout cas sincère, et qui comble un manque. Voilà.
Et d'ailleurs, les historiens même scientifiques de la Révolution racontaient pas tellement leur histoire, parce que ces historiens scientifiques de la Révolution, moi, mes prédécesseurs, ils étaient souvent payés pour un peu défendre la place de la Révolution dans l'histoire. Et donc, pendant très longtemps, il n'y avait même pas de bouquin tellement sur l'histoire de la contre-révolution, des nobles, on préférait raconter l'histoire des sans-culottes, etc. Et donc, en 1978, c'est que ça, et puis petit à petit, dans les années 80, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe de Villiers, qui va devenir ministre, président du Conseil général de Vendée, qui est un royaliste, chrétien, très conservateur, qui est proche de l'extrême droite, hein, tout simplement, et qui investit dans le Puy du Fou, qui transforme le Puy du Fou en parc à terme, en société anonyme par action, et aujourd'hui c'est la famille de Villiers, c'est son fils Nicolas qui le dirige. Ça fait un argent pas possible. Ils se sont diversifiés, c'est-à-dire qu'ils ont une académie du Puy du Fou, où localement, ils forment énormément de gens à l'artisanat d'art, au spectacle vivant, etc. Et donc ça veut dire que des populations locales entières sont recrutées pour travailler au Puy du Fou. Donc il y a vraiment une dynamique régionale de fidélisation très forte. Et puis ils ont créé même carrément des écoles privées, hors contrat évidemment, dans lesquelles il y a un lever de drapeau, évidemment un uniforme, où on apprend les valeurs chrétiennes. Enfin, c'est des armes culturelles de l'extrême droite, disons les choses comme ça. Et le Puy du Fou, quand vous allez dans les spectacles, c'est toujours la même histoire qu'on vous raconte, qu'on vous raconte l'histoire de l'Empire romain ou, je ne sais pas, du Moyen-Âge ou de la Révolution française. C'est toujours l'histoire d'une petite communauté locale, celle du Puy du Fou, qui a vu des étrangers arriver et qui, mobilisant leur identité chrétienne très forte, ont réussi à les repousser. C'est ça qu'on voit au Puy du Fou. Hein. Vous pouvez y aller vous-même, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous en étiez aperçu, celles qui sont allées, mais c'est juste à chaque fois le même script. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, avec 2 millions de visiteurs, quand on raconte toujours cette histoire-là, moi ça me préoccupe. Et la base de ça, c'est la Révolution française. Et donc regardez les images, l'imagerie, une imagerie volontiers patriarcale, dans laquelle les hommes ont les armes et les femmes ont la beauté, en gros, hein, vous voyez ça, c'est la figure de la, voilà, de la jambe d'âme du Moyen-Âge, de la littérature galante, etc. Donc, bref, de la littérature courtoise. Hein. Les Vikings, tout ça, ça donne lieu à carrément. Les Vikings arrivent et puis les gens du Puy du Fou arrivent à sauver leur village des invasions vikings, qui sont représentés comme des brutes épaisses. Hein. C'est comme dans Astérix. Hein. Et heureusement, il y a un saint qui sort avec des ossements, qui reprend vie et qui fait fuir les Vikings. C'est ça. Hein. Donc c'est l'identité chrétienne quoi, qui est mobilisée pour faire fuir les étrangers à chaque fois. Et avec toute cette imagerie qui est très, qu'on pourrait qualifier de pompière, hein, ça ressemble beaucoup au tableau réimaginé du 19e siècle. Hein. C'est avec un héroïsme super patriarcal, guerrier, très chrétien. Donc les arènes chrétiennes, c'est les premiers martyrs chrétiens qui sont massacrés. Enfin, c'est toujours la même histoire. Ok ? Or, donc, les historiens peuvent intervenir. Moi-même, je suis intervenu parce que j'ai écrit un article dans deux conversations là-dessus il y a peut-être 10 ans, je ne sais plus, en disant attention, soulever l'insistance, c'est un combat culturel qui est en train d'être mené, qui n'est pas du tout anodin. Et donc, à travers, parce que vous savez, l'argument de ceux qui défendent le Puy du Fou, c'est dire que vous nous prenez pour des idiots, ça n'est que du divertissement. Alors évidemment, les gens, quand ils ressortent du Puy du Fou, ils ne ressortent pas avec une croix sur le... en disant je vais aller tuer du sarrasin, du musulman. Évidemment pas. C'est comme les jeux vidéo, ils sont plus intelligents que ça. Mais est-ce que ça veut dire que ça n'a aucune influence? C'est pas vrai. Leurs produits dérivés, ils ont des produits pédagogiques, ils ont une maison d'édition, ils ont l'école. Enfin, c'est un combat culturel que Philippe de Villiers qualifie comme ça, clairement. Et Philippe de Villiers, dans plusieurs interviews, il dit que grâce au Puy du Fou, il a beaucoup mieux installé ses idées que dans son combat politique. Voilà. Donc il y a plusieurs historiens qui ont publié des trucs là-dessus, dont moi, et puis voilà, il y a notamment le livre de droite qui s'appelle Le Puy du Faux, si ça vous intéresse, écrit notamment par Mathilde Larère, Larre-E, qui est une super historienne. Et une amie, hein, je vous dis, je suis obligé de raconter mes biais, dans lesquels ils essayent de décrypter ça. Et là, le Figaro Magazine, je crois que c'est même carrément ce mois-ci,
sur Le Villiers, dans lequel Patrick Buisson, je crois qu'il est mort, Patrick Buisson, mais c'était le directeur de Minute, le magazine d'extrême droite du Front National, quand le Rassemblement National s'appelait Front National, dans lequel il disait « Le Puy du Fou, c'est la seule bataille culturelle que la droite a gagnée ». Alors depuis, malheureusement, ils en ont gagné d'autres, mais vous voyez à quel point c'est clairement un outil de combat. Alors il y a d'autres spectacles comme ça qui font l'objet d'usages intensifs et préoccupants. Chez moi, en Normandie, il y a par exemple un grand spectacle sur le débarquement. Celui des Alliés en juin 1944, où la région Normandie veut créer une sorte de reconstitution spectaculaire du débarquement. Au début, ça s'appelait Hommage aux héros. Ça s'appelle maintenant Normandie Memory. Et ça a provoqué... Donc là encore, c'est pour vous dire que ce genre de marchandisation de l'histoire et de grand divertissement, qui répond à des impératifs touristiques, parce que les plages du débarquement, c'est vrai que ça fait rêver énormément de gens, et notamment la région de Normandie. On pourrait considérer que c'est du patrimoine, mais évidemment, je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, le débarquement, mais traiter ça de cette manière-là, donc en reconstituant des batailles, donc là c'est les cartes, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Vous êtes devant des séries de tableaux, vous suivez les GI qui partent de New York et qui ensuite font escale en Angleterre, et vous les suivez débarquant glorieusement en Normandie. Mais la vraie histoire du débarquement, comme l'ont montré plein d'historiens depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est une histoire beaucoup plus ambiguë, parce que c'est aussi l'histoire de bombardements alliés qui ont détruit des villes entières et qui ont fait des milliers de morts. C'est aussi l'histoire de GI qui, soldats américains en pays étrangers, ont aussi violé un certain nombre de femmes normandes parce qu'ils se sentaient que des soldats en pays occupé, c'est toujours des violences de guerre. Et donc, c'est une mémoire complexe en Normandie. Donc, il y a des associations qui se sont montées d'opposition. Donc, là, il y a des carnavals, ils ont essayé de militer pour dire non, on ne peut pas faire de grands spectacles avec cette histoire-là, elle est beaucoup trop compliquée. Ça ne se réduit pas à l'héroïsme, ce moment-là. C'est beaucoup trop douloureux pour nous. Et ils ont réussi à déplacer le site, qui devait être dans le département de la Manche, et qui aujourd'hui, probablement, va quand même exister, mais du côté de Caen, dans la reconversion d'un ancien site industriel. Bref, tout ça pour dire que tous ces débats-là, c'est aussi l'histoire. Je veux dire, l'histoire, c'est pas seulement l'histoire dans les livres, c'est aussi ce genre de débat. Et que là, il y a des vrais débats sur ce qu'on a envie de se raconter de nous et de ce qu'on a envie de devenir ensemble. Et enfin, avant de donner le dernier exemple, il faut se rappeler qu'il y a plein de dispositifs de divertissement qui sont en train d'être de plus en plus populaires, qui s'appellent des cités de l'histoire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a une à Paris, à la Défense, qui est prise en charge par quelqu'un qui s'appelle Franck Ferrand, qui est un journaliste, fait F-E-R-R-A-N-D, qui faisait une émission d'histoire sur Europe 1 et qui est d'extrême droite aussi. Hein. Je ne sais pas si je suis très optimiste aujourd'hui, mais c'est pour montrer qu'ils sont en commande, hein, clairement. Ils maîtrisent les outils médiatiques, ils maîtrisent l'argent, et les cités d'histoire, c'est des endroits où vous pouvez aller pour découvrir l'histoire de France. Alors regardez l'histoire de France que... Donc ça, c'est ma copine Mathilde, l'arrière qui est allée... Elle est à gauche, hein. Non, à droite. Qui est allée avec François Darocha-Carnéo, qui est un historien aussi, un prof d'histoire géo de l'association des profs d'histoire et géographie. Ils y sont allés, ils ont fait, notamment dans l'UMA, un article au vitriol là-dessus, en disant, regardez, alors c'est des chronologies d'histoire de France, c'est une manière très vieille. On en donnait une image très moderne, en termes de scéno, de muséographie, c'est vraiment... Et puis c'est la chronologie, c'est vraiment une ancienne manière de rentrer dans l'histoire, en tout cas quand elle est exclusive, c'est vraiment ça. Et regardez l'image de l'école, ma copine Laurence Decoq serait là, elle sauterait au plafond, mais elle connaît, hein. C'est l'image dorée de la troisième école de la Troisième République, qui est présentée toujours comme l'école idéale. Remède aux maux de l'école d'aujourd'hui. Alors c'est sûr que c'était beaucoup plus calme, parce qu'il n'y avait que des garçons, et des garçons de la bourgeoisie. Donc c'est sûr, on était tranquille.
C'était pas une école de base démocratique à cette époque-là, mais c'est toujours cette école patriotique, celle du roman national, celle de châtiment corporel aussi, qui est toujours brandie comme une sorte de modèle dans laquelle il faudrait revenir. Rappelez-vous les débats récents sur l'uniforme à l'école, qui reviennent tout le temps. Voilà, et donc c'est ça que vous allez visiter, et sans distance. C'est évidemment les grandes figures masculines, c'est De Gaulle, c'est une histoire d'homme pour les hommes, enfin, ouais. Et enfin, le dernier spectacle, elle est vraiment horrible. Quand on aime le théâtre, je pense que c'est horrible. Ça s'appelle Raconte-moi la France. Alors vous imaginez quelle France on raconte, regardez l'affiche. C'est du théâtre, et c'est évidemment subventionné par la région Rhône-Alpes, Auvergne, et c'était donc, comment il s'appelle, l'ancien président, celui qui voudrait s'imposer à la tête des Républicains aujourd'hui, Laurent Wauquiez, dont les accointances avec la droite forte, preuve de très droite, ne sont pas un mystère. Donc au moment où il retire tout l'argent au théâtre, au spectacle vivant, voilà sur quoi il mise. Voilà les investissements sur quoi ils sont faits, c'est grave. Et ce spectacle-là, c'est vraiment l'histoire du roman national, très identitaire, etc. Voilà. Donc, évidemment, Mediapart joue son rôle. Voilà. Donc, des bouquins pour essayer de déconstruire tout ça. De toute façon, les slides vont circuler, mais je ne veux pas trop prendre de temps, je ne vais pas les détailler. Mais il y a notamment notre livre avec Laurence Decoq et Mathilde Larrey qui s'appelle L'histoire comme l'émancipation, dans lequel on essaye de décrypter, déconstruire tout ça. Je vous parle rapidement des slogans et design de manifs. Moi, un de mes terrains, c'est observer ce qu'on fait de l'histoire dans les manifs et les mobilisations. Un peu comme ma copine Mathilde Larrey, je trouve que l'histoire, elle parle dans ces moments-là, puisque si on prend l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, moi qui traque toutes les citations de la Révolution française, les héritages de la Révolution française aujourd'hui, c'est un peu de terrain de jeu pour moi. C'est les bonnets rouges, donc les bonnets phrygiens, symbole de la liberté, etc., qui étaient repris pendant le mouvement des Gilets jaunes. Alors, ces moments de mobilisation, dans lesquels on reprend le passé, c'est jamais des usages du passé qui sont faits, sont toujours des collages, des sortes de palimpsestes où on accumule et où on joue avec plein de références qu'on colle les unes par rapport aux autres, parce qu'elles permettent de donner de la légitimité, de la force, en convoquant des moments d'émancipation, que sont des révolutions, ou des moments de mobilisation populaire, collective. Et là, ici, alors regardez, c'est des symboles très ambivalents, parce que le drapeau français, aujourd'hui, pour nous, il symbolise plutôt... Il a été un peu capté quand même par la droite, par les nationalistes au milieu du XIXe siècle. Pour moi, historien de la Révolution française, il veut dire quand même quelque chose qui vient plutôt de la gauche, au XVIIIe siècle en tout cas. Les trois couleurs, c'est vraiment les révolutionnaires, quoi. C'est l'association de la couleur du roi, le blanc au milieu, avec celle de la nation, bleu au milieu, bleu et rouge. Mais aujourd'hui, la liberté, les bonnets phrygiens, la cocarde, plus les drapeaux français, là, et les gilets jaunes, on voit toute l'ambivalence de ce mouvement, où il cite la Révolution française, et il cite aussi le drapeau français dans une manif. Ça n'identifie pas spécialement la gauche, par exemple. Vous voyez tous les bricolages et les récits de l'histoire qu'on peut se faire en convoquant des événements historiques, et notamment la Révolution. Alors les références à la Révolution, il y en a eu plein. Vous voyez le drapeau pirate, d'ailleurs, à l'arrière-plan, c'est marrant. Le drapeau français encore, mais aussi Macaron, le peuple souverain, s'avance avec, là encore, un bonnet rouge. Macaron, à votre avis, à part une allusion à Macron, évidemment, et le peuple souverain, c'est vraiment l'idée, la référence à la Révolution française, la souveraineté du peuple, là, vraiment c'est 89. C'est quoi Macaron, à votre avis? Est-ce que ça vous évoque un truc? La ref. Vous aimez bien Sofia Coppola? La réalisatrice Sofia Coppola. Ça vous dit pas quelque chose, Macaron, Sofia Coppola? Marie-Antoinette, qui mange des macarons la durée, symbole du luxe. À l'époque, c'était pas des macarons. Et donc, le macaron est un peu devenu une sorte de symbole du luxe, des symboles de la cour, de la royauté, etc. Donc la citation, Macron, macaron, elle est souvent faite via cette métaphore.
Les Gaulois réfractaires, vous voyez à quoi ça fait référence ou pas? Comment? Astérix, ouais, parce que c'était Emmanuel Macron qui avait qualifié les Français de Gaulois réfractaires, c'est-à-dire réticents à toute réforme. Mobilisant le mythe d'Astérix, qui, dans cette BD, mobilise justement, fait des Français, de leurs supposés ancêtres, des sortes de petites communautés réticentes à toute forme de nouveauté. Mais c'est un mythe, tout ça, c'est une légende. D'abord, les Gaulois ne sont pas les ancêtres des Français. Et là, pour moi, c'était une citation historique intéressante, et cet exemple, je vous le montre pour dire que l'histoire, elle se travaille aussi comme ça, au quotidien, par les références qu'on utilise dans les mobilisations et que moi j'observe, pour faire parler les héritages de l'histoire, pour dire finalement de quoi on se représente. Il s'agit de ce que le sociologue Erving Goffman, G-O-F-F-M-A-N, je crois qu'il y a 2 F, appelle un renversement de stigmate, c'est-à-dire un renversement ou un retournement de stigmate. C'est-à-dire une tâche, un stigmate, une attaque, quelque chose qui est, comment dire, utilisé pour attaquer quelqu'un, il est retourné et renversé contre son agresseur. Donc là, clairement, c'est des gilets jaunes qui reprennent le terme gaulois qui était apposé contre eux par Macron pour les qualifier de réticents à toute forme de changement. Au contraire, pour dire, ben, nous, on affirme que oui, ça, nous, on est gaulois et nous, on va refuser cette réforme. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils s'approprient une image, finalement, qui est utilisée contre eux, historique, comme un instrument d'émancipation et de la capacité d'agir des classes populaires. Mais du coup, en faisant ça, il renvoie quand même l'image des Français des Gaulois, évidemment. Et puis, c'est toutes les comparaisons des présidents. Hollande, c'était pareil avant, pour la mobilisation, mais les présidents français en roi. Ici, c'est un portrait de Duplessis, enfin, de 2016 par Duplessis, qui est tout le temps détourné avec le visage de Macron dedans. Alors évidemment, on n'est pas en monarchie, mais moi, ça m'intéresse parce que ça dit quelque chose d'intelligent. Il y a des intelligences de l'histoire dans ces comparaisons. Elles sont évidemment fausses. 14 mai 2017, élection de Macron, restauration de la monarchie. Non, on n'est pas en monarchie. Il y a un parlement. Bon, bref. Il y a une constitution, en tout cas dans un régime parlementaire, ce n'est pas présidentiel, mais avec un parlement. Mais ce que ça dit d'intelligent, c'est que le fantôme de la royauté, il est quand même là. Le fantôme du roi, il est bien là. C'est une république qui convoque quand même régulièrement le fantasme du grand homme, de l'homme seul qui prend les décisions, et donc des traditions monarchiques. C'est pas moi qui l'invente, dans l'histoire politique de la France, on parle de monarchie présidentielle pour qualifier la France souvent. Et donc, tout simplement, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils dénoncent en dénonçant les abus de l'exécutif, du pouvoir exécutif en France. Et ça, c'est intéressant, ça dit quelque chose d'intéressant en termes même de sciences politiques. Et donc, c'est pas ridicule, je trouve. Ça fait parler et ça fait rayonner l'histoire avec plein d'allusions à la Révolution. Voilà. République, nation, c'est que des stations de métro, évidemment. Donc ça, c'est le mouvement des plein Ludo. C'est-à-dire qui a documenté, des photographes qui ont documenté les slogans sur le dos des gilets jaunes, qui était une manière de faire parler, de raconter l'histoire aussi, de jouer avec l'histoire, avec ces gilets, et qui montre à quel point ces mouvements pouvaient se saisir de République et Nation, ces 2 places qui sont liées à l'histoire de la République et des mouvements sociaux, en disant que finalement, maintenant, c'est que des stations de métro, c'est-à-dire qu'il faut les réactiver politiquement. Et du coup, en faisant ça, ils convoquent l'histoire de la République. Bon. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Et je vais terminer complètement en vous transmettant juste, à partir de mon itinéraire, du coup, je ne serai pas du tout long, c'est quelques minutes, puisque vous l'avez déjà en partie vu, sur qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, nous autres historiens et historiens. Alors d'abord, moi j'appartiens à quelque chose qui s'appelle le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Alors, il n'est pas très vaillant en ce moment. C'est les 20 ans, on va fêter les 20 ans bientôt, mais il existe toujours. Il a été fondé en 2004, justement au moment de la
enfin en 2005, pardon, au moment de la loi du 23 février 2005 qui nous enjoignait à nous autres, moi j'étais prof au lycée à ce moment-là, et à nous autres historiens et profs d'enseigner les effets positifs de la colonisation. Il y avait ça, hein. On nous demandait de faire ça. Et à ce moment-là, il y a ce comité qui est né en disant notre rôle, c'est d'intervenir dans l'espace public. On ne peut pas rester des chercheurs à publier juste dans des revues scientifiques. Il faut qu'on joue un rôle social et politique. Et il faut qu'on assume, qu'on explore les liens entre engagement politique, engagement public et la science. Et notre premier rôle, c'est la vigilance, c'est-à-dire de faire du fact-checking ou de la déconstruction. Et donc, sur notre site, sur Twitter, Mathilde Larraine, voilà, j'ai pas arrêté de parler de Mathilde, parce que je l'adore, parce qu'elle fait un gros travail aussi, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on fait des threads, on intervient pour décrypter l'actualité, les usages de l'actualité, de l'histoire, etc. C'est aussi notre boulot. Donc il y a tout un tas de collègues qui font ça. Il y a aussi le fait d'écrire dans plein de revues ou de collections, la collection Trax de Gallimard, avec un certain nombre de collègues qui, justement, au moment de la campagne présidentielle, la dernière, ont écrit contre Zemmour et ses usages de l'histoire. Ouais, puisque Zemmour, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'histoire pour faire passer ses idées, lui aussi. Alors, à coup de grands emplacements, d'identité nationale, etc., évidemment, vous vous doutez. Donc voilà, il y a beaucoup de collègues qui font ça. Il y a des collègues aussi qui, comme Gérard Noiriel, Noiriel, une histoire populaire de la France, Howard Zinn aussi, ça c'est vraiment le grand ancêtre, je dirais, ZI de Z, une histoire populaire des États-Unis. C'est une histoire des États-Unis faite depuis les minorités, écrite du point de vue des femmes, des Indiens, des Noirs, renversant donc plutôt l'histoire des vainqueurs, des grands hommes, quoi, et des blancs, et des hommes. Et puis la dernière, c'est Laurence de Coq, qui est passée avant moi, là ici, D-E-C-O-C-Q-C-K, pardon, qui a écrit une histoire de France populaire, d'il y a très longtemps à nos jours. Et rien qu'il dit il y a très longtemps, ça montre qu'elle dit il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de date clé. C'est pas le baptême de Clovis qui fait que l'histoire de France, elle commence juste avec un baptême chrétien, vous voyez ce que je veux dire? En disant nos racines, elles sont vraiment que chrétiennes. En fait, on s'en fiche il n'y a pas forcément de date de début. Voilà. Bref, dans l'enseignement aussi, on essaye de diversifier notre présence. Et on forme par exemple des gens à l'histoire publique, c'est-à-dire une manière de faire l'histoire à la radio, au cinéma. Et donc c'est des étudiants qui vont faire une formation d'histoire et qui vont se former pour travailler dans les musées, à la radio, en BD, etc. Donc il y a plein de formations comme ça qui se développent. Pour ma part, et je terminerai là-dessus, en tant qu'historien de la Révolution française, je le fais vraiment à 50-50. Je fais de la recherche, qu'on pourrait qualifier de fondamentale. J'écris des articles scientifiques, des livres, mais surtout, je fais aussi vraiment à 50-50. J'essaie de démultiplier ma présence, d'abord pour collaborer avec des artistes, parce que je pense que les formes artistiques, elles peuvent m'aider à trouver des voies pour comprendre mieux l'histoire, et même pour la transmettre, mais aussi pour fabriquer de la connaissance, qui n'est pas écrite forcément, qui peut prendre des formes graphiques. Donc ça, c'est la vidéo que Vanessa Beto vous a fait passer, qui paraîtra en mai, que j'ai co-écrite avec Mathieu Dunhill, qui a dessiné la BD. J'ai été aussi historien d'une pièce de théâtre qui s'appelle Ça ira fin de nuit de Joël Pomera, et ça prend du temps à faire ça. J'ai travaillé 1 an et demi, j'étais au plateau, dans une écriture relativement collective, et cette pièce a permis, donc c'est une pièce sur la Révolution française, qui n'est pas du tout une pièce en costume, vous avez vu, m'a aidé à penser plein de modes de transposition de l'histoire de la Révolution française, d'abord à la scène, et puis à aujourd'hui. Et cette pièce m'a permis d'écrire des choses que j'aurais jamais écrites sinon, parce qu'elle m'a permis de passer par le théâtre, les corps, les émotions, et ça m'a fait comprendre plein de choses, sur la peur, sur le temps, sur les émotions. Bref. J'ai collaboré aussi avec, alors au cinéma, ça c'était plus difficile, mais Un peuple et son roi de Pierre Schoeller, qui raconte la Révolution française. Donc Schoeller, c'est S-C-H-E-E-2-L-E-R, qui raconte la Révolution française vue depuis un atelier de maître verrier dans le faubourg Saint-Antoine à Paris, et de relations entre le peuple et le roi.
Ça marche pas toujours. Avec le cinéma, c'est toujours très compliqué d'avoir une place, de prendre une place. Et mon plus grand échec, c'est celui-là. C'est vraiment nul, ça. Enfin, moi, j'ai vraiment joué un rôle nul, mais pourtant, c'est Hollywood. Donc, il y avait Michael Douglas dedans. Je dis, waouh! C'est la série Franklin de Tim Van Patten qui raconte l'arrivée de Benjamin Franklin en France entre 1776 et 1785. Un savant américain envoyé par le Congrès américain pour obtenir l'aide de Louis XVI pour la Révolution américaine. Et c'est une série qui raconte cette histoire-là. Mais Hollywood 1, Sorbonne 0, ils m'ont complètement instrumentalisé, j'ai jamais rien pu faire vraiment intéressant. Mais bon, voilà, j'ai essayé. Voilà, j'ai collaboré aussi avec des auteurs, alors surtout avec Bertrand Guillot, GUI2LOT, l'abolition des privilèges. Donc là, moi, j'ai plutôt un rôle d'expertise là-dedans. J'aide à situer des éléments, à les comprendre et tout. Et puis, je m'investis beaucoup dans les monuments, celui de la Conciergerie, à Paris, sur l'île de la Cité. Donc, c'est une manière de toucher un public beaucoup plus grand que quand j'écris un livre. Moi, mes livres, ils sont publiés à 2000 exemplaires au maximum. Donc, à part ma maman, les gens de ma famille, mes amis et mes collègues, et les passionnés d'histoire, bon, c'est limité, quoi. Hein. Donc, au moins, en faisant un parcours permanent de monuments, je touche plus de gens. Au musée Carnavalet aussi, et puis, voilà. Et puis, sinon, il y a le parcours Révolution, qui est une manière de faire l'histoire dans la rue. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous posez des questions dessus, si ça vous intéresse. C'est un parcours géolocalisé, c'est une appli qui s'appelle Parcours Révolution. C'est aussi des panneaux dans l'espace public parisien, mais aussi qui vous invitent à aller dans 122 points d'intérêt à Paris, qui sont marqués par des clous numériques. Vous me suivez avec l'appli, et puis je vous emmène dans des traces, sur les traces de la Révolution française dans la ville de Paris. Et donc les gens le font tout seuls, en téléchargeant l'appli, il y a plein de touristes qui l'utilisent. Et puis moi, je fais des visites guidées, une fois par mois au minimum, dans Paris, et c'est une manière pour moi de faire de l'histoire dans la rue. Donc de partager ça avec des gens comme ça. Et là, c'est beaucoup plus, c'est hyper intéressant parce qu'ils posent des questions que jamais mes étudiants me posent. Et même souvent, pour eux, je suis... alors je dis qui je suis, que je suis un historien, mais c'est pas très impressionnant dans la rue, un historien. Donc des fois, souvent, ils me contestent. Ils me disent, mais non, c'est pas du tout ça. Alors moi, ça me plaît, mais du coup, je défends mon truc. Voilà, c'est une manière de la faire vivre autrement. Ben voilà, on peut discuter. Hein. C'est fini. Enfin, c'est fini, ça commence. Alors moi je suis historien, donc je fais de l'histoire et je défends la place de la science dans l'espace public. Mais pour moi et pour beaucoup d'autres de mes collègues, la science, ça n'est pas neutre, ni totalement objectif. C'est pas possible. Donc l'histoire que je pratique, moi, j'essaye de la faire de la manière la plus honnête possible, la plus sincère possible, la plus sérieuse possible, en appliquant les méthodes de l'historien, mais sans ignorer mes propres biais. Et mes propres biais, ils sont que je suis un homme, que j'ai 50 ans, que je suis de gauche, que j'habite à Paris, et que je considère que ces biais-là, ça veut dire des choses qui font que l'histoire que je vais raconter de la Révolution française, elle ne va pas être la même que celle d'un autre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être scientifique. Au contraire, elle va être d'autant plus scientifique que j'essaye d'exposer ces biais, que je les expose sincèrement, et que ceux qui me lisent, ou ceux qui me lisent, ils savent d'où je parle, et que j'essaye aussi de penser contre eux, c'est-à-dire contre moi, en disant que ça m'empêche de comprendre certaines choses. Donc ce que je veux dire, c'est que, même si on la défend comme science, l'histoire, elle n'est jamais apolitique, ni neutre. Il y a toujours de la politique là-dedans. Le tout, c'est de savoir comment on en fait, jusqu'où on peut aller. Voilà. Et donc moi, quand je parle de Puy du Fou, je ne suis pas là pour les empêcher de parler ou d'exister. De toute façon, je suis très impuissant pour ça. Ou de faire une sorte de censure, dire ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils aimeraient, de tenir ce propos-là ou de donner cette image de l'histoire de France. Évidemment, ils ont le droit. Je suis très démocrate. Et de toute façon, je serais bien impuissant. Et jamais j'aurais envie de les faire taire.
Au contraire, ce que j'ai dit, c'est que la question qu'il pose au départ, elle est très intéressante. C'est-à-dire une communauté qui a été exclue, et qui, parce qu'elle a été exclue de l'histoire de France, donne d'elle, voilà ce que ça crée. Ça crée des points de résistance très forts. Si l'histoire de ces populations avait été racontée, incluse dans l'histoire collective, peut-être que le Puy du Fou n'existerait pas comme ça aujourd'hui. Ça n'alimenterait pas les délires de l'extrême droite, puisque ces gens-là se sentiraient représentés. C'est un peu la même histoire avec le mouvement des statuts d'ailleurs. Mais là où, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, c'est que c'est une question de nuance, mais c'est une grosse nuance. Évidemment que cette histoire de France, elle est chrétienne. Elle invoque un passé chrétien. Le christianisme, c'est une religion et une identité structurante de l'histoire de ce pays. Mais ça, personne ne le conteste. Et personne ne dit qu'il ne faut pas en faire l'histoire. Ce que dit le Puy du Fou, c'est que c'est une identité exclusive et originelle. Or, cette identité, elle n'est ni originelle. L'histoire de France ne commence pas avec le christianisme, et surtout, elle n'est pas exclusive. Dans l'histoire de ce pays, et avant que ce pays s'appelle la France, le christianisme n'existait pas, et puis après, il y a évidemment plein d'autres formes de croyances, de religion, d'état de religion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est cette nuance que j'apporterai, mais grand bien leur face. Ils ont le droit de faire un spectacle là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est ça que je voulais dire. La question du nom des rues, j'avais préparé des petits slides là-dessus. Elle fait partie aussi de... Moi, mon premier travail de recherche, je l'ai fait sur le nom des rues, quand j'étais en master. Ça s'appelait la maîtrise, à cette époque-là. Et j'étudiais la manière dont les rues avaient été débaptisées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et rebaptisées en France, dans les villes de plus de 50 000 habitants, parce que je trouvais que en fait, ces noms de rue, ils servent à se localiser, mais ils disent un truc, ils racontent quelque chose. Et puis c'est des gens qu'on met à l'honneur, et donc en mettant des gens à l'honneur, c'est aussi une histoire collective qu'on raconte, et on hiérarchise quelque chose. On dit que ça, c'est le plus important. Et puis quand on regarde une carte, c'est une forme de récit. Une carte avec des noms, c'est un récit qui n'est pas linéaire, pas comme dans un livre, mais c'est quand même un texte avec des... C'est une cartographie sensible, un peu narrative quand même, qu'on raconte. Et je trouve que c'était pas anodin. Après, c'est une autre question de savoir ce que les gens en retiennent. Ça, c'est difficile à savoir. Mais donc oui, le nom des rues, c'est aussi un des terrains d'études, de lutte pour les militantes, et notamment pour les féministes, avec les collages de rues. Et de ces féministes qui se prennent en photo en train de rebaptiser des rues, ou de faire des collages. Et regardez, donc moi j'ai sélectionné ces collages-là. Rue Malala Yousafzai, qui était prix Nobel de la paix en 2014, à la place de rue de Oupoul, général de division. Donc c'est vraiment typiquement, avec ce jeu en plus d'images, un peu empointées, là, qui sont prises, parce qu'il y a quelqu'un qui prend la photo de quelqu'un qui prend la photo, et avec l'ombre en plus du téléphone, je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vraiment l'histoire patriarcale et militariste de l'époque moderne qu'on essaye de contester en disant ça ne nous représente plus, et de la remplacer par une histoire plutôt mettant en valeur les femmes. Et le prix Nobel de la paix qui remplace le nom d'un militaire, je trouve ça intéressant aussi. Vous voyez, donc ces noms-là, c'est aussi des changements de valeur. Après, ça, on est dans un moment où finalement les femmes et les collectifs féministes prennent la parole pour essayer de mettre en lumière le fait que notre régime de mise à l'honneur, que ce soit sur les statues de les noms de rue, il date en gros du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les grands hommes. Il n'a pas trop changé depuis. Eh bien, il est peut-être temps de le repenser. Mais au fond, c'est pas si nouveau que ça. Donc on est dans un moment féministe, post-colonial aussi. Mais ça a toujours existé au fond. C'est le moment où on essaie de revoir le nom des rues. Avant les grands hommes, il y avait ce qu'on appelait les hommes illustres.
pour être mise à l'honneur, il fallait être issu de la noblesse. Et ce qu'apporte la fin du XVIIIe siècle, avec le Panthéon par exemple, c'est toujours des hommes, toujours des blancs, mais plutôt des gens qui sont mis à l'honneur parce qu'ils ont fait une action qui sert à tous, qui est utile. C'est ce qu'on appelle les grands hommes. Alors qu'avant, c'était des hommes qui venaient de la noblesse, qui étaient déjà que issus de la noblesse, donc moins démocratiques, et puis qui avaient servi le roi. Leur action n'était pas forcément louable parce qu'elle avait servi à tout le monde. Donc voilà, il faut leur lire dans des pratiques qui sont très anciennes. Et dès, je sais pas, sous l'Empire romain, sur le Forum romain, c'était ce qu'on appelait la damnatio memoriae, quand on grattait le nom des empereurs ou des sénateurs qu'on voulait oublier, qui étaient bannis. En fait, c'est très ancien comme pratique. C'est une question très importante. Donc, la question est est-ce que dans ma pratique d'historien, je propose autre chose? C'est bien de déconstruire, de réagir, de faire des fact-checking, mais le temps est aussi venu de raconter autre chose. Qu'est-ce qu'on propose? Typiquement, dans ma BD, l'histoire de la Révolution française, souvent, on l'a fait commencer aux États généraux, à Versailles, en avril 1789. Et moi, je l'ai fait commencer en Haïti, à Port-au-Prince, en 2010, après le tremblement de terre. Et donc, tout de suite, et donc c'est une secouriste que vous voyez là, qui est une jeune femme. Alors moi, tous les choix sont exprès, hein. Je n'ai pas fait ça innocemment. C'est pas un homme, c'est pas un blanc, et c'est une jeune secouriste qui découvre dans les gravats laissés par le séisme, qui a vraiment existé, il y a eu vraiment un séisme en Haïti en 2010, l'acte originel qui avait été perdu, et ça c'est une histoire vraie aussi, il l'avait perdu pendant plusieurs années, de l'indépendance d'Haïti en 1804. Et elle le lit, et elle se rend compte, elle qui est française, qui est envoyée par une ONG, que cet acte d'indépendance, qui est une sorte de document patrimonial super important, hein, c'est le début de la République haïtienne, fait par des anciens esclaves, que les révolutionnaires français sont présentés comme des traîtres, des esclavagistes et tout, et par rapport à ce qu'elle a appris elle à l'école et ce qu'on lui a transmis, ça ne va pas du tout. Et donc elle repart en France, dans une sorte de quête sur la Révolution française, sur l'histoire, et qui est une quête aussi personnelle, parce qu'elle est descendante de ces indépendantistes haïtiens du 19e siècle. Et donc, là, elle va au Fort de Joux, dans le Jura, où a été incarcéré Toussaint Louverture, un des fondateurs de l'indépendance d'Haïti. Et là, il lui arrive un pépin, et elle est envoyée dans une sorte d'espace-temps. Quand on fait une BD, il faut toujours trouver un outil dramaturgique pour justifier qu'on balance quelqu'un du présent dans le passé. Donc, elle veut brancher son portable, il y a un court-circuit, et elle se retrouve condamnée elle se retrouve, dans une sorte d'espace-temps indéfinissable avec deux personnages de la Révolution, qui est Jean-Paul Marat, un révolutionnaire français très radical, blanc, assimilé donc à la Révolution radicale, et Charlotte Corday, qui est l'assassin de Jean-Paul Marat, elle l'a vraiment assassiné pendant la Révolution, qui est une femme royaliste, voilà, et qui est condamnée à pousser celui qu'elle a tué dans une sorte de purgatoire, c'est-à-dire la baignoire de Marat dans laquelle il a été assassiné, et que je transforme en une sorte de chaise roulante. Et elle est condamnée à errer avec lui, à le pousser éternellement, ils s'engueulent tout le temps. Donc c'est leur supplice à eux, c'est de rester ensemble. Et elle tombe sur eux, et là, Marat, quand il est mort, il travaillait à des machines électriques. Donc j'imagine qu'il y a une machine électrique qui lui permet d'aller dans le temps, de faire des bons dans le temps. Et Marat lui dit, vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Révolution, je vais vous emmener. Bref, ce petit scénario, je l'ai imaginé comme un prétexte pour du coup raconter l'histoire de la Révolution à trois voix, donc autrement qu'à travers le roman national, puisque pendant tous les 100 pages de la BD, en fait, on accompagne cette jeune fille, qui représente le nous d'aujourd'hui, mais un nous qui est représenté par une jeune fille, non blanche, et qui va se faire raconter la Révolution par deux versions complètement opposées et contradictoires. Ils vont toujours s'engueuler sur la réponse, c'est-à-dire d'un homme radical qui va défendre la Révolution radicale et d'une femme qui va défendre, parce que j'ai envie de raconter cette histoire-là aussi,
là, qui va défendre plutôt la version royaliste. Donc, les ancêtres du Puy du Fou, je leur donnais une place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma réponse. Et ma réponse, c'est de dire, il n'y a pas de récit tout évident. Vous allez vous faire vous-même votre récit de la Révolution française en lisant la BD, à travers ces 3 voies, concurrentes et contradictoires, et laisser le lecteur ou la lectrice libre de ce qu'il va en retirer, de moins sûr, de moins certain qu'avant. J'aurais très bien pu raconter, moi, en tant qu'auteur, disant voilà, il s'est passé ci, c'est plus d'abord, ça aurait été chiant. Et en plus, parce que là, ça donne plein de rebondissements, d'incertitudes et tout. Dramaturgiquement, c'est intéressant. Et puis, scientifiquement, c'est intéressant pour dire bah, la science, c'est aussi des questions. Et parfois, j'ai pas la réponse. Voilà. Et donc, il y a des opinions ou des versions contradictoires qui peuvent s'opposer. À vous de vous faire votre opinion. Donc voilà un peu une de mes réponses, c'est ça. Je ne sais pas si elle est bonne. Elle n'est pas forcément plus claire qu'avant, parce que c'est plus complexe, du coup. Mais je trouve que c'est plus marrant. Une sorte d'histoire chorale, quoi. Où tout le monde est un peu représenté. Alors, ça va être de l'histoire woke, hein. Ça, je le vois d'avance, la critique Figaro, hein. Mais bon. Le haut de la montagne, c'est un peu dégarni. J'ai l'impression d'être à la Convention nationale pendant la Révolution française. C'était la montagne. Les députés les plus radicaux, ils étaient en haut. Mais eux, ils ont profité de la proximité de la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut être sur plein de trucs. Hein. Ouais. Alors, ce que vous racontez, enfin, la question que vous posez, ou le problème que vous soulevez, il est super intéressant. Il ressemble un peu au mouvement des statues, ce qui est, pour certains, un signe presque du patrimoine, ou qui n'a pas vraiment de signification directe, ou qui même est un symbole qui peut être utilisé pour afficher son identité de gauche, la faucille et le marteau, avec le passé communiste. Ou qui est simplement une sorte de symbole de la marchandisation du capitalisme, hein, parce que c'est ça aussi. Ça fait vendre la faucille et le marteau. Il y a des bars qui je me rappelle d'un bar quand j'étais prof à Lille qui s'appelait le Kremlin. Pour des étudiants, des jeunes Français qui sont militants, c'est quelque chose qui n'est pas très parlant. Aujourd'hui, ça fait partie je vous dis, des références qui peuvent être mobilisées pour essayer de produire un récit de gauche, de militants. Mais vous, qui venez de Lituanie, où le passé soviétique n'est pas du tout de la littérature, n'est pas du tout du folklore, mais quelque chose de très présent, qui a laissé des traces très vivantes, ben vous êtes un peu comme ces militants décoloniaux, dont les ancêtres étaient parfois esclaves ou colonisés, et qui disent cette statue que toi tu regardes comme un objet d'art, ou comme un objet du patrimoine, pour moi elle est un symbole violent. Ça montre bien que la notion de patrimoine, c'est-à-dire d'un héritage qui vient du passé et qu'on doit garder, conserver et qu'on peut utiliser, ben en fait c'est relatif, ça dépend de l'expérience qu'on en a et de ce qui nous relie à ce passé-là. Donc vous dites, ben, ce passé-là, pourquoi il me fait violence? Alors que pour vous, il fait partie du patrimoine. Et donc c'est exactement ce décalage-là que vous pointez. Et la solution, j'en ai pas, à part d'en discuter, de dire attention, ces symboles-là, ils n'ont pas la même valeur pour tout le monde. Et en fait, ils peuvent blesser, parce que ces symboles, ils sont actifs dans certaines populations, dans certaines régions du monde. Et le décalage que vous ressentez, il est typique de ce genre de mouvement. Oui, c'est exactement. Mais ça interroge toute ce qu'on appelle la patrimonialisation des symboles des révolutions, qui sont transformés en folklore, en objets de commerce. Regardez les t-shirts Che Guevara. Ou pire, parce que leur lien avec la violence politique est encore plus clair, même il y a tous les symboles qui font référence à Staline ou à Lénine, et qui parfois
pour un peu réfléchir sur l'oubli de l'histoire. Là, quand on est historien, on rappelle, attention, c'est pas juste du folklore, c'est aussi des régimes totalitaires, avec des violences politiques, c'est pas que de l'émancipation. La manière dont les militants d'aujourd'hui récupèrent ça, ces symboles, dans une histoire de l'émancipation, c'est là que les historiens ou les gens comme vous ont un rôle à jouer, en disant, attention, cette histoire elle est beaucoup plus complexe aussi. Donc ça, c'est typiquement voilà, ça que j'ai essayé d'expliquer en parlant des statues. Je pense aussi que ce qui est gênant dans ce cas-là, c'est que c'est approprié par des personnes qui ne sont pas du tout touchées. Non concernées, oui. Oui, oui. C'est tout à fait ça, c'est approprié par des personnes qui ne sont pas touchées directement, qui en font un autre usage. Pareil, dans le vocabulaire, moi qui suis visiblement de gauche, si on parle de communisme anti-poloniste, alors qu'on sait que je suis polonais, c'est un peu bizarre et gênant de me dire, ah mais toi, de toute façon, t'es X ou Y, sans que je jamais dit. Et bien justement, là, dans mon livre Histoire, j'essaye de raconter comment ces histoires du bas, en fait, c'est ordinaire, parce que ça, c'est des histoires personnelles aussi qui racontent la grande histoire, eh bien, elles sont au cœur de nos pratiques démocratiques, parce que de votre capacité à en parler et à vous accorder avec comment est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, collectivement, vous, en tant qu'étudiants. Moi, ça me heurte qu'on parle de communistes comme ça, alors que je suis d'origine polonaise. Moi, ça me heurte qu'on utilise la faucille et le marteau. Eh bien, cette histoire-là, cette capacité à s'accorder sur ce qu'on peut dire et pas dire, ben, que dépend notre capacité à nous raconter une histoire ensemble, commune, dans laquelle l'important, c'est pas de cacher les choses ou de les effacer, mais de les raconter en respectant la différence. Et ça a un peu de lien avec l'histoire scientifique. Ouf. Parce que nous, on prend ça en compte de plus en plus. On a toutes des histoires personnelles qui sont liées à la grande histoire à raconter. C'est une excellente question. Alors, et que d'une certaine manière, elle continue à être écrite par les vainqueurs. Ça, c'est Walter Benjamin, le philosophe, dans ses, sur le concept, dans ses fragments qui s'appellent Sur le concept d'histoire. Benjamin, c'est comme le prénom Benjamin. Il a laissé des fragments en 1940 dans sa fuite. Il fuyait les nazis, il s'est suicidé dans sa fuite, dans les Pyrénées. Et notamment, c'est lui qui a dit que finalement, l'histoire telle qu'on se la transmet, surtout dans les institutions, à l'école, dans les livres, etc., est d'abord l'histoire des vainqueurs. Parce que ceux qui ont le moyen de laisser des traces, déjà, des maisons, des institutions, leurs archives, c'est ceux qui ont les moyens de les laisser. C'est-à-dire la bourgeoisie, en gros, souvent. Les hommes, les blancs, etc., etc. Et donc, les sources qu'on utilise, même quand on fait de l'histoire scientifique, elles ont d'abord été laissées, elles ne sont pas du tout représentatives de la population du passé. Elles ont été laissées par ceux qui dépassaient du lot. Vous voyez, celle qui avait la plus grande puissance. Donc si on ne fait pas son travail d'historienne et d'historien sérieusement, un peu comme ça, spontanément, on va écrire que cette histoire est. Heureusement, c'est pour ça que la science elle est importante. Comment faire confiance à l'histoire, ça c'est le rôle des scientifiques. Notre rôle et la méthode historique, c'est de dire attention, quelles sont mes sources, de qui elles parlent, et comment est-ce que je vais essayer de les contourner pour faire parler les autres aussi. Moi, dans mes histoires de la Révolution française d'aujourd'hui, je pourrais donner plein d'exemples de collègues. Je prépare des livres sur 1789. Eh bien, je vais chercher plus longuement, plus loin, dans d'autres archives, pour laisser aux femmes, aux enfants, aux populations colonisées, à tous ceux qui n'habitent pas dans les villes, à Paris, aux non-catholiques, etc., une place égale aux autres. Mais donc ça, c'est un travail qui est long. C'est pour ça qu'on finance la recherche publique, c'est le rôle de la science. Donc, il faut avoir confiance en la science, en fait. Ça, vraiment, c'est notre travail. Je pense qu'on essaye de le défendre comme ça.
Mais le plus facile, c'est de perpétuer l'histoire des vainqueurs. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser leur monument. Oui, bien sûr, je les utilise beaucoup. Par exemple, j'utilise, alors Georges Didier Huberman, je l'utilise beaucoup. Je l'ai même invité dans mon séminaire il y a quelques années. Il y a quelqu'un qui fait dialoguer la philosophie, l'histoire de l'art, qui convoque aussi beaucoup la question de l'engagement politique, qui dialogue beaucoup avec Walter Benjamin, justement Didier Huberman. Un de ses apports pour moi, c'est de montrer qu'il y a de la temporalité dans l'image. Que l'image peut servir à penser la temporalité, notamment les discontinuités. Le fait que le temps n'est pas linéaire, qu'il est fait de ruptures, de lignes brisées. Et donc oui, je les utilise beaucoup. Il se trouve qu'en plus, je suis spécialiste des images et de la culture visuelle pendant la Révolution. Et donc, moi, ce genre de choses-là, que je vous ai montré tout à l'heure, je pense au socle qui est resté seul, vide. Pourquoi c'est vraiment une des occasions de dialoguer avec la Révolution française, parce que et de montrer l'espèce de possibilité que symbolise ce socle vide. En 1792, le 10 août 1792, quand le palais des Tuileries dans lequel sont les rois est pris, c'est la chute de la monarchie pendant la Révolution française. Et dès le lendemain, il y a toute une série de statues de Louis XVI, de Louis XIII, de Louis XIV qui étaient présents dans l'espace public parisien, qui sont déboulonnés. Et il y en a une qui était, vous voyez la place de la Concorde aujourd'hui, il y a l'obélisque, et vers la place, il y avait une statue de Louis XV à cheval. Et elle est déboulonnée, et on laisse le socle vide pendant un moment. Avant de le remplacer, enfin avant de le faire, de le surmonter par une statue de la liberté, mais en plâtre. C'est-à-dire avec un matériau dont on sait qu'il ne va pas durer très longtemps. Et donc ça, c'est une manière pour moi, de ce socle vide qui est de Bristol, de faire parler aussi la manière dont les révolutionnaires, alors il y a des travaux là-dessus, ont vraiment, même en 1792, assumé l'espèce de caractère éphémère de ce qu'ils faisaient, et du vide qu'ils laissaient s'installer pendant un moment, qui était aussi une forme de précaution, de prudence par rapport au temps, et aussi d'ouverture de possible. Plutôt que de le remplacer tout de suite par quelque chose qui allait durer très longtemps, assumer le fait que le temps ouvert était éphémère et fait d'imprévu. Eh bien, ça, c'est une marque des révolutions et des mouvements contestataires. Puis aussi parce qu'on n'a pas les moyens de tout de suite faire des statuts. Il y a mais il y a aussi le fait d'assumer quelque chose d'éphémère. Et ça, par exemple, Didier Huberman ou Walter Benjamin m'aident à penser ça. C'est dans l'image, dans le geste, il y a aussi du temps, et de l'épaisseur temporelle, et il y a aussi quelque chose une ouverture vers des possibles. Donc on ne sait pas s'ils vont arriver, et qu'on laisse justement ouvert. C'est un exemple. Ça fait plusieurs années, donc dans le cadre de ce cours de philosophie décoloniser l'espace public, je partage avec les étudiants l'entretien que vous avez publié dans le Via Critique. Tout après le début de la manifestation autour de Black Lives Matter et à propos en fait de la polémique à propos de la statue de Colbert. Et cet article, initialement, il avait été publié avec des images de la statue de Colbert sur lesquelles il y avait donc la phrase dans le socle, mais qu'on ne faisait pas. Et puis j'ai remarqué que ces images-là avaient été remplacées par des images de la couverture de notre livre Histoire. Et que ces images-là ne sont plus en ligne aujourd'hui. Et je ne le savais pas. Donc je vous demandais qui. Eh bien, on n'est pas au courant. Les auteurs. Ah ouais. Eh bien, on n'est pas au courant. Est-ce que c'est une question de droit parce que c'est politique? Donc je ne pense pas que ce soit une question politique, a priori. Est-ce que c'est une question de droit? Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont remplacé ces images-là. Mais je n'étais pas moi-même au courant parce que ça m'arrive rarement de me relire. Et du coup, je n'y suis pas allé. Je ne suis pas allé voir. Ok.
Ça a bougé, quelque chose. Ok, donc quelque chose a bougé. Mais la réponse plus tard. En tout cas, merci de votre attention et merci de la traduction.